Bonjour Clémence, comment vas-tu? Je vais bien, merci. Merci d'être venue, d'être un peu disponible pour cette petite interview. Ce qu'on se demandait un peu, et le thème qu'on voudrait aborder, c'est comment développer sa startup tech. Et donc on a la chance aujourd'hui de t'avoir pour le retour d'expérience de la startup que tu as créée, Le Bon Gustave. Est-ce que tu peux nous résumer rapidement déjà ce qu'est Le Bon Gustave? Alors, Le Bon Gustave, c'est une conciergerie digitale de vin. Notre métier, c'est d'aider les particuliers à retrouver et à racheter n'importe quelle bouteille de vin qu'ils apprécient grâce à la photo de l'étiquette. Imaginez que vous êtes dans un restaurant, vous prenez la photo de la bouteille que vous êtes en train de déguster parce que vous l'adorez, vous nous l'envoyez, on s'occupe de retrouver le vin pour vous, vous payez en ligne le devis personnalisé qu'on vous a créé et on vous livre le vin chez vous sous 72 heures. D'accord. Et du coup, comment est née cette idée finalement de service dans le vin? Alors, frustration personnelle. J'étais passionnée par le vin quand j'ai intégré l'EM Lyon et je me suis dit que travailler dans ce milieu, ça pourrait être intéressant. Donc j'ai fait un test, ça a été un vrai coup de cœur. Et du fait, j'ai fait toute mon expérience professionnelle dans l'univers du vin et j'avais une frustration parce que j'ai souvent eu l'occasion de découvrir de très bonnes bouteilles que je prenais en photo avec mon téléphone portable et puis derrière, je n'arrivais pas à les racheter. Et en regardant un petit peu autour de moi, je me suis rendu compte que j'étais pas la seule à avoir ce genre de problème. Et du fait, je me suis dit qu'il fallait peut-être créer une solution, à la fois pour me rendre service à moi, mais aussi pour rendre service à tous les épicuriens qui cherchaient des bonnes bouteilles qu'ils avaient déjà dégustées. D'accord, ça marche. Du coup, tu as parlé un peu de ton parcours, tu as évoqué ton parcours à l'EM Lyon. Si on remonte un peu la chaîne, avant de créer Le Bon Gustave, du coup, quel a été ton parcours Ouais, j'ai eu un parcours hyper classique. Donc j'ai intégré l'EM Lyon avec aucune ambition entrepreneuriale. C'était pas du tout quelque chose qui me faisait envie. J'avais pas eu des très bons exemples d'entrepreneurs autour de moi. Enfin, je voyais mon frère qui mangeait de la soupe lyophilisée et j'avoue que ça m'a jamais trop donné envie de monter une entreprise. Et puis en fait, j'ai fait tous mes stages dans l'univers du vin, dont le tout premier en Californie dans une très petite structure où il a fallu tout créer. Et pour moi, ça a été la révélation. En fait, je me suis dit, mais en fait, c'est ça que j'ai envie de faire. J'ai continué dans des plus grosses structures dans d'autres pays et en France, et au fur et à mesure, je me suis dit en fait, mon parcours il est tout écrit, il faut que je monte une entreprise. J'avais cette idée, j'avais cette envie, et c'est pour ça que je me suis rapprochée de l'incubateur de l'EM Lyon avec une idée de projet, et j'ai commencé à travailler sur le projet à la suite de mes études en tant que je faisais un stage de fin d'études, ce qui m'a permis de lancer l'entreprise directement à la suite de mes études. D'accord, et du coup tu as créé Le Bon Gustave il y a combien de temps? Il y a 3 ans et demi officiellement, donc les statuts ont été déposés il y a 3 ans et demi. Après, l'application en elle-même est beaucoup moins vieille parce que le cheminement est toujours très long pour arriver à lancer une application. Donc l'application a à peu près 2 ans et demi. D'accord, et si on revient du coup depuis ces 3 ans et demi sur les différentes phases qu'a traversé Le Bon Gustave, tu as un peu des périodes clés Périodes clés. Ouais, des grandes phases. La première, c'est toute la partie de recherche et d'études de marché, parce que moi, quand je suis arrivée à l'incubateur, j'étais persuadée que j'allais révolutionner la planète avec notre service. Et en fait, on m'a dit, peut-être qu'il faudrait vérifier qu'il y ait quand même des gens un peu fous comme toi qui soient prêts à payer un tel service. Donc j'ai énormément travaillé sur toute la phase en amont, études de marché, tests utilisateurs sur ce qu'on pouvait tester parce qu'on n'avait d'ailleurs pas grand chose, mais j'ai énormément travaillé sur cette partie marché et potentiel. Ensuite je me suis rapprochée d'un étudiant d'une école de développement parce que je me suis dit qu'il fallait trouver une solution pas chère pour pouvoir lancer un premier produit test parce que mon étude de marché était concluante. Et en fait, finalement, on s'est rendu compte que lancer une application comme ça, sans aucun fonds, parce que moi je sortais d'école, donc j'avais pas du tout de moyens, on s'est rendu compte que donc lancer une application, c'était très compliqué et surtout très coûteux. Donc on est parti sur un site internet qui était responsive, qui s'appelait dénicheurdevin.fr. Très très simple, on avait un template avec un petit formulaire de contact où on pouvait télécharger une photo. Donc ça a été la première étape, le lancement de ce petit MVP, comme on dit dans nos langages de start-up, qui est le produit minimum viable. Ensuite, il y a eu la partie développement de l'application, puisqu'en fait, comme on a eu nos premiers clients, que ça se passait très bien, qu'il y a du bouche à oreille qui
qui a bien fonctionné, je me suis dit, bah tiens, c'est le moment d'aller peut-être aller plus loin dans la démarche et lancer cette application. Donc il y a eu cette deuxième phase de lancement d'application qui a été plutôt complexe, il faut le dire. Et puis troisième phase aujourd'hui où on est plutôt dans une phase de croissance et d'industrialisation. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, on a un service qui marche, des clients qui sont contents et qui reviennent. Maintenant, il faut réussir à automatiser le plus possible tout ce qu'on fait. D'accord, donc finalement une première phase de recherche de marché, de fit to market, après un premier MVP avec un site web, le développement d'une application et maintenant une phase de croissance. Voilà. Enfin, grande vie. Pas tout à fait grande vie, mais oui, exactement, phase de croissance aujourd'hui. Ça marche. Et finalement, qu'est-ce qui a été le plus facile dans ces différentes phases ? Qu'est-ce qui a été... Il n'y a rien qui est facile quand on crée une entreprise. Rien qui a été facile. Il y a plein de rencontres qui se font, qui sont faciles. Étonnamment d'ailleurs. Je dirais pas que c'est le plus facile, mais en tout cas facile. Moi j'ai été très surprise de l'accueil que j'ai pu avoir de la part de grands chefs d'entreprise, de gens qui sont souvent très occupés, qui n'ont pas forcément de temps à dédier en plus à des entrepreneurs. Et en fait, j'ai été très surprise de voir à quel point j'ai pu être aidée et encouragée dans le lancement par des gens qui, pour moi, avaient aucun intérêt à m'aider. Et on pourrait dire que ça entre guillemets, été le plus facile, même si je dis pas que c'est le plus facile. À mon avis, c'est pas le plus facile, mais en tout cas, ça a été une belle surprise. D'accord. Et à l'inverse, donc tu devines ma prochaine question. Le plus difficile. Exactement. Qu'est-ce qui a été le plus difficile ? Tout. Tout est très difficile. Rechercher des fonds, c'est compliqué. Parce que quand on est jeune, qu'on n'a pas forcément de preuves encore très tangibles, qu'on est dans le numérique, qu'on est dans le vin. Moi, je me suis confrontée à tous les problèmes parce que en fait, le vin et le numérique, ça a très mauvaise réputation auprès des financeurs. Donc ça a été hyper compliqué pour moi. Gérer un développement technique, ça a été compliqué pour moi aussi parce que j'avais des compétences commerciales mais aucune compétence technique. Donc ça, c'est pas facile. Savoir bien s'entourer, c'est très compliqué aussi. Moi, les prestataires avec lesquels j'ai commencé l'histoire ne sont pas les prestataires avec lesquels je la continue. Parce que finalement, les problèmes et les enjeux arrivent très rapidement. Il faut choisir les personnes. On prend parfois peut-être un peu rapidement la première personne qui nous tombe sous la main ou le premier prestataire qui nous tombe sous la main et on se rend compte que finalement les choix n'ont pas forcément été les bons. Donc ça non plus, c'est pas évident. En fait, la conclusion, c'est qu'il faut être conseillé et ça sur toutes les étapes et tous les choix qu'on fait dans l'entreprise. D'accord, et tu as réussi à t'entourer des personnes qui ont su te conseiller du coup Aujourd'hui, oui, je pense que le rôle, c'est aussi le rôle des incubateurs, de tous les réseaux d'accompagnement de chefs d'entreprise qui sont hyper importants. Il y a BPI France qui est très pertinent aussi dans l'accompagnement des jeunes structures. Et puis après, il y a aussi tous les prestataires qu'on arrive aussi à trouver et qui ont une dynamique qui nous correspond. C'est très important de pouvoir avoir confiance dans son expert comptable, dans son avocat, et être accompagné par ces gens-là, ça a aussi beaucoup de valeur. Et tu parlais du coup tout à l'heure de la partie un peu développement technique. Si on fait un zoom sur cet aspect-là, comment a évolué l'équipe technique du Bon Gustave dans ces différentes phases de projet ? On est passé par tous les stades chez nous. Donc la première chose, ça a été un étudiant qui a travaillé sur le projet. Donc vraiment, c'était un projet d'études, quelques heures par semaine et puis basta. Ensuite, j'ai travaillé avec un développeur qui m'a été mis à disposition par une entreprise. Où là, ça a été assez complexe parce que finalement, encore une fois, moi, j'avais pas les compétences techniques pour le gérer. Et on a eu beaucoup de mal à se comprendre sur ses envies de développement technique et mes besoins de développement technique et commerciaux. Donc ça a été compliqué. La première version de l'application n'est jamais sortie parce que finalement ça ne correspondait pas aux attentes, que ça ne fonctionnait pas. Donc ça a été mis à la poubelle. J'ai travaillé ensuite avec un freelance qui lui nous a développé une application, un site internet et un back-office complètement fonctionnel. Ça s'est super bien passé et ça a été très rapide. Il est parti à l'étranger et moi j'avais pas envie de travailler avec quelqu'un à l'autre bout du monde avec des décalages horaires, je trouvais ça un peu compliqué. Ensuite on a travaillé avec une agence de développement spécialisée en design et UX et test utilisateur avec qui on a vécu une belle aventure, ça s'est super bien passé. Et puis la dernière étape ça a été d'intégrer le développement à l'entreprise, ce que j'ai toujours voulu faire
Après, ça a un coût malheureusement, et c'est pour ça que j'ai attendu le plus longtemps possible, et en même temps aujourd'hui je suis ravie qu'on ait toutes les fonctionnalités, enfin qu'on ait cette fonction en interne, parce que on réintègre la technologie, et en plus on est beaucoup plus réactif quand on a des problèmes et quand on veut développer des choses. D'accord, donc aujourd'hui l'équipe technique du Mont Gustave c'est... C'est un. C'est une équipe, ouais. On a un développeur en interne. Après on est toujours accompagné par l'agence avec laquelle on travaillait jusqu'à maintenant, donc il n'est pas tout seul. Mais aujourd'hui on a une personne à temps plein qui s'occupe de gérer toute la partie technique. D'accord. Et après, du coup, ça c'est l'évolution de l'équipe technique au niveau des choix technologiques qui ont été faits par l'entreprise au fur et à mesure. Tu connais un peu les technologies que tu as utilisées au début, celles que tu utilises maintenant? Oui, on a fait des choix un peu fous. Au début, en fait, on avait pris le pari de tester une technologie qui était en pleine expansion, qui finalement n'est plus vraiment. On s'est dit qu'on allait commencer à travailler sur Meteor.js, et l'idée c'était de faire un test, de tout développer en Meteor.js, de l'appli jusqu'au back-office, avec un peu cet enjeu de se dire est-ce qu'on peut vraiment développer une application 100% Meteor. C'était une catastrophe. Et puis en fait, ça a été une catastrophe aussi parce que finalement, dès que moi j'avais pas le développeur à disposition, je pouvais mettre personne d'autre parce que en fait il y avait très peu de personnes à Lyon qui avaient le savoir-faire et les compétences pour travailler en Meteor.js, donc très compliqué parce que quand on est dépendant d'une seule personne sur un territoire, finalement pas simple. Donc la deuxième application, on est allé sur des choix qui sont beaucoup plus larges, parce que moi je me suis dit demain j'ai besoin de quelqu'un, ou demain j'ai mon prestataire qui disparaît, ou demain j'ai besoin d'intégrer des équipes, il me faut un langage que tout le monde parle. Donc on a fait du très simple, on est tout en React Native aujourd'hui, ce qui nous permet en fait, de s'assurer de la pérennité du langage, et puis aussi du fait que il y a quand même beaucoup de gens qui le maîtrisent. Alors, pas les étudiants, malheureusement. On se rend compte dans les différentes propositions de stage qu'on a faites qu'on est encore un peu en arrière sur les nouveaux développements, mais en tout cas, les développeurs qui sont sur le marché maîtrisent dans l'ensemble ce langage-là, ce qui nous permet demain de pouvoir intégrer facilement des forces vives dans l'équipe. Ça marche. Et du coup, toujours sur le plan technologique, si c'était à refaire depuis le début maintenant, qu'est-ce que tu referais, qu'est-ce que tu éviterais? Moi, je dis toujours que je referais tout pareil. Parce que finalement, c'est comme ça qu'on a appris. C'est une belle expérience. C'est frustrant de perdre 6 mois ou 1 an, et c'est frustrant de le faire, surtout parce qu'on fait tous ça. Toutes les startups en général mettent à la poubelle leur première application. Mais finalement, ça a été un bel apprentissage. J'ai compris l'intérêt d'un chef de projet, j'ai compris qu'il fallait faire des mock-ups avant de se lancer dans une application, j'ai compris qu'il fallait faire un cahier des charges, et toutes ces choses-là, je les aurais jamais comprises si finalement on s'était pas planté. Donc je pense que le parcours a été assez compliqué, mais il en valait la peine aussi, parce qu'aujourd'hui on fait des choix qui sont réfléchis. On a adopté toutes les techniques agiles, et finalement on est super content, et ça on en comprend l'intérêt d'autant plus qu'il y a eu des difficultés avant. D'accord, et du coup ça me fait penser, je pense à toutes les startups du coup moins avancées que toi, qui se lancent dans la tech. Si tu devais leur donner quelques conseils, tu choisirais lesquels? Ça serait de bien s'entourer sur la partie technique, et d'avoir un responsable technique, ça c'est certain, pour les conseiller sur les choix des technos, sur le développement en général, sur comment on fait une architecture, comment ça se passe, parce que ça c'est vraiment les fondations d'une maison, donc si on n'a pas les bonnes fondations, derrière on peut construire ce qu'on veut, ça tient pas. Donc d'être très bien entouré sur cette partie technique, surtout quand on n'a pas les compétences, je pense que c'est important. Et d'être entouré de personnes qui croient dans l'aventure aussi, et surtout qui sont compétents. Et ça pour moi c'est le plus gros conseil. Après c'est de se lancer et de ne pas hésiter, hein. De toute façon aujourd'hui l'objectif c'est d'avancer. Je pense qu'en faisant des petits pas on a peu de chances de se tromper, et il faut essayer, c'est certain. D'accord. Et si on revient sur ta startup Le Mont Gustave, quels sont les prochains défis techniques que tu as réalisés? Ah, on en a plein. En fait, on a beaucoup de défis techniques aussi parce qu'on a des clients qui sont très exigeants. Mais
Là, on lance une nouvelle version, donc on a une version en test complètement refondue sur le parcours utilisateur. On a rajouté un certain nombre de fonctionnalités, dont une cave virtuelle. Ça, c'est un peu la grande nouveauté. Donc l'idée, c'est de permettre à nos clients de se constituer un endroit dans lequel ils peuvent rentrer toute leur dégustation. On appelle ça le carnet de dégustation. On associe vraiment le vin à l'expérience. On se définit comme une entreprise de service avant d'être une application. L'application n'est qu'un moyen de rendre service à notre client. Donc on rajoute cette cave virtuelle qui va être super, et puis un certain nombre de fonctionnalités. Les grosses fonctionnalités qu'on va rajouter d'ici la fin de l'année et qui sont des défis techniques pour nous, c'est la reconnaissance d'image et de l'algorithme pour pouvoir faire de la suggestion personnalisée d'achat en fonction de ce que les gens nous ont donné comme vin, enfin ce qu'ils ont rentré dans leur cave virtuelle et ce qu'ils nous ont demandé en recherche de vin. Il y a toute une partie de refonte de notre back-office. Alors on a sorti un nouveau back-office qui est formidable, complètement fait maison et très pertinent. Et aujourd'hui on a des sujets internationaux, donc l'idée c'est aussi de pouvoir le préparer à l'international, donc d'avoir en fait tous les langages qui sont parfaitement adaptés, les API qui vont bien et en fait toutes les connexions pour faire en sorte qu'on puisse proposer notre service à l'étranger. Et puis ensuite on verra ce que les clients nous demandent et puis on agira. D'accord, ça marche. Et d'un point de vue plus général pour le Bon Gustave, en dehors des projets techniques, des objectifs sur 1 an, 2 ans, 3 ans? Alors, déjà augmenter le chiffre d'affaires, parce que en fait, nous, notre activité, c'est une activité de négoce, donc on achète le vin pour le revendre, ce qui veut dire qu'il faut qu'on fasse beaucoup de ventes pour pouvoir couvrir les dépenses de l'entreprise. Donc il y a un gros sujet sur l'augmentation du chiffre d'affaires et trouver les clés pour augmenter ce chiffre. Il y a l'international, comme je le disais. Où en fait on a un peu plus tôt que prévu des opportunités pour aller prendre notre service et le répliquer sur des marchés, notamment en Asie. Donc ça fait partie des grands projets des mois à venir et on espère que ça se concrétisera de manière positive. D'accord, de beaux projets. Ouais. Et après, des questions pour revenir un peu sur ton parcours de manière générale. Tu disais que tu as été incubé du coup à l'EM Lyon. Tu parlais un peu de ce que ça t'avait apporté. Est-ce que tu peux revenir un peu sur quels ont été les vrais bons apports que t'a permis cet accompagnement? Il y a plein de choses. La première, c'est la formation, parce que mine de rien, en fait, le monde des startups est un monde très très différent. Il faut savoir tout faire, il faut savoir lire un bilan, il faut savoir faire de la comptabilité, il faut savoir comprendre un contrat, donc c'est énorme. Donc ça, j'ai trouvé ça extrêmement pertinent parce qu'on ne l'apprend pas de la même façon à l'école que quand on est incubé pour son projet. Donc très très bon apprentissage de formation pure. Et puis après, il y a l'entourage, donc le fait qu'on ait des professionnels qui sont à notre disposition, c'est quand même super confortable. Et puis le fait de pouvoir partager aussi, parce qu'un incubateur, c'est un ensemble de personnes et un ensemble d'incubés. Et avoir la possibilité de partager avec d'autres entrepreneurs les mêmes problèmes, parce qu'en général les problèmes arrivent au même stade de développement de nos entreprises, et donc pouvoir partager les bonnes pratiques avec des gens, c'est quand même super. Donc beau souvenir à l'incubateur de l'EM, et d'ailleurs je vois toujours plein d'anciens incubés avec grand plaisir. D'accord, toujours un réseau actif. Ouais, exactement. Ça marche. Aujourd'hui, le Bon Gustave, quel est son business model? Donc négoce, c'est ce que je disais tout à l'heure. On achète le vin en tarif professionnel, on le revend en tarif public. Donc c'est de l'achat-revente, ce qui nous permet de faire une marge et de couvrir une partie de nos dépenses. Le reste a été couvert par une levée de fonds et de l'emprunt bancaire. D'accord. Et est-ce que ce business model aussi est amené à évoluer J'aimerais qu'il évolue. On va rajouter notamment de l'abonnement à la fois pour les professionnels et pour les particuliers dans notre modèle économique, parce que pour moi le business model de négoce n'est pas une solution en soi, mais on est en France et en France on a du mal à payer du service. On a des clients qui aujourd'hui nous disent j'achète le vin mais j'achète pas le service de recherche, quoi. Donc on est obligé de dire on achète, on revend et vous payez juste le prix du vin. Donc ça c'est vraiment très franco-français. On serait sur un marché américain, on pourrait garantir le meilleur prix du vin, faire aucune marge sur le vin, mais faire payer une prestation de service à un client, ce qu'on peut absolument pas faire en France. Donc oui, il est amené à évoluer en fonction des pays dans lesquels on se situe, et effectivement on va travailler sur un système d'abonnement parce qu'on a des clients qui sont très demandeurs de services, et donc l'idée c'est de leur proposer des services qui sont vraiment poussés mais en échange d'un abonnement.
D'accord. Et du coup, tu nous as parlé de tes objectifs généraux, stratégiques à atteindre. Tu nous as parlé aussi des objectifs techniques que tu as. Aujourd'hui, ils sont mixés un peu les deux. Quelle est la place que tu donnerais aux défis technologiques dans la croissance du Bon Gustave? C'est un défi qui est important. C'est un défi qui est important parce qu'on est une entreprise B2C, que notre client ben, il attend un service et une expérience utilisateur qui est complètement parfaite. Donc on est obligé aujourd'hui de lui produire quelque chose de parfait et en fait pour que ce soit parfait on a un vrai défi technologique. Il faut que l'outil pour nos équipes, donc notre back-office, soit d'une qualité irréprochable pour pouvoir permettre à nos dénicheurs de travailler de manière hyper rapide, hyper efficace. Il faut que notre application elle tourne, qu'il n'y ait pas de bug, qu'il y ait systématiquement de nouvelles fonctionnalités, que ça fonctionne en permanence et ça, c'est un gros défi. Et effectivement, le fait d'ajouter des nouvelles fonctionnalités pour entretenir, créer plus d'occasions de connexion de la part de nos clients, plus de satisfaction, ça représente un défi important. Donc un défi important sur aujourd'hui une personne. Bon, je suis désolée, mais en même temps c'est super. Il n'y a pas de technologie sans commerce et il n'y a pas de commerce sans technologie. Donc effectivement, c'est un défi qui est important, mais en même temps qui sera soutenu aussi par l'équipe commerciale. D'accord. Et du coup, depuis tout à l'heure, on parle beaucoup du Bon Gustave. Si on revient sur toi et pour finir sur toi, on peut profiter de cette interview pour que tu laisses un message à la Clémence dans 3 ans. Oh là là. Comment tu espères qu'elle sera dans 3 ans? C'est rare en général, on ne me pose pas la question comme ça. On me demande où on va être dans 3 ans. Je lui dirais que c'est dur en ce moment, mais que ça vaut la peine. C'est une super aventure et j'espère qu'on va la faire grandir aussi loin que possible. L'étranger est une super source d'excitation pour l'équipe et pour toutes ses parties prenantes. Pour toutes les parties prenantes de l'entreprise. Donc j'espère pouvoir regarder cette vidéo dans 3 ans et me dire que on est à l'étranger, qu'on a passé les coups durs et que ça y est, c'est parti, quoi, que le Bon Gustave a conquéri le monde, conquis le monde, pardon, si je commence à parler mal, ça va pas aller, qu'on a conquis le monde et qu'on a réussi notre pari, surtout. D'accord, un beau message. Merci Clémence du coup pour ce temps que tu nous as accordé et j'espère que ça enrichira un peu les réflexions de différentes startups à la fois dans le tech et dans le vin. J'espère que ça donnera un bon exemple, effectivement. Parfait. Merci Clémence et à bientôt.